RPA 404. Caméra 1, prête. Silence sur le plateau. En place tout le monde. Et moteur. Ça tourne. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Focus Under, l'émission où je suis dorénavant obligé de garder mes fesses vissées sur mon canapé. Et si j'ai pas le choix, autant que je vous amène avec moi. Les cinémas sont fermés, et même quand ils le sont pas, tous les distributeurs décalent la sortie de leurs films dans l'espoir d'avoir plus d'entrées. Du coup, cette fois-ci, ce sera une émission 100% de Netflix, et même pas forcément des sorties récentes. On va parler de Klaus, Queen's Gambit et... les Chroniques de Noël. Si vous avez une complainte, la radio a un Twitter. Moi non plus, je voulais pas de ce film. Commençons par Klaus. Klaus, c'est l'histoire de... Jesper. Ouais, je sais, moi aussi je pensais que ce serait sur Klaus. Mais Jesper, donc, est le fils du directeur de la Poste Royale, qui dans cet univers est genre le truc le plus difficile à atteindre dans la société. On voit l'école de la Poste Royale au tout début du film, et c'est une espèce d'école militaire encore plus sélective que la Suisse. Jesper, en bon fils à papa, ne fait aucun effort pour se démarquer, son but étant de pouvoir retourner chez lui pour ne rien faire de ses journées. Et je n'ai jamais autant compris un personnage dans ma vie. Son père, pour lui donner une leçon, l'envoie donc sur une île paumée au nord du Nord pour monter un bureau de poste. S'il n'y arrive pas, ses fonds seront coupés, plus de draps de soie ni d'expresso pour lui. Il est donc méga supra motivé pour monter ce bureau de poste, son but étant de recevoir 6000 lettres dans l'année qui vient pour une raison tout à fait gratuite. Il débarque dans la ville de Smeansburg, qui est une ville en constante guéguerre entre deux familles, les Crumbs et les Ellingbows. Ces constants conflits entre les deux familles empêchent Jesper de faire son travail, qui par désespoir va checker la seule maison qui se trouve à l'autre bout de l'île, celle du bûcheron, Klaus, un homme massif qui terrifie Jesper, jusqu'à ce qu'il découvre que sa maison est en fait remplie de jouets qu'il a créés. Au fur et à mesure du film, Jesper et Klaus se mettent à livrer des jouets à chaque enfant qui leur envoie une lettre. Tous les petits détails que vous connaissez sur le Père Noël vont être découverts à travers le film, allant de son rire à son costume, en passant même par ses elfes. Sans tout vous raconter, je peux vous assurer que cette histoire ainsi que ses visuels sont une réussite quasi totale. Je me suis retrouvée totalement prise dans l'univers du film, et à part quelques personnages agaçants comme les deux chefs de famille totalement clichés et pas mal de clichés scénaristiques, qui étaient malheureusement inévitables vu le sujet, si vous acceptez de laisser votre côté cynique au placard et vous laissez emporter par votre esprit d'enfant, qui j'en suis sûr est caché quelque part à cette période de l'année, alors vous passerez un très bon moment devant ce film, quel que soit votre âge. Bon, si vous êtes un éternel cynique, il est peut-être pas fait pour vous, par contre. À part si vous aimez la belle animation, et dans ce cas-là, coupez le son et appréciez la direction artistique et l'animation traditionnelle absolument merveilleuse. Mais tout n'est pas que neige immaculée, paillettes et clochettes avec ce film. Il va falloir que j'aborde son histoire de production assez chaotique. Film d'animation sorti en 2019 et disponible sur Netflix, Klaus est une coproduction britannico-espagnole. Je voulais vous parler de ce film d'abord parce que c'est le mois de Noël donc autant en profiter, mais aussi parce que cette production est très connue dans le monde de l'animation européenne pour avoir été un projet cauchemar. Resté des années en pré-production, le film a changé régulièrement de studio et d'équipe. Et pour une fois, je peux utiliser le fait que je travaille dans le cinéma d'animation pour vous en parler. J'ai eu le temps de faire toutes mes études d'animation et d'avoir mon premier job pendant que ce film était fait. Pour faire la comparaison, je vais utiliser le film La fameuse invasion des ours en Sicile, sur lequel j'ai bossé et qui a aussi été produit en Europe et qui a une qualité d'animation comparable. Bon, les vieux de la vieille de l'animation me diront que Klaus a un niveau bien meilleur, mais je doute que ces vieux de la vieille écoutent cette émission, donc bon. Les ours en Sicile a été en développement pendant à peu près 4 ans, peut-être un peu plus. Il a coûté 11 millions d'euros, ce qui pour une production italo-française est déjà pas mal. Je sais, ça paraît ridicule comparé au budget américain et même au budget japonais, et maintenant vous pouvez peut-être comprendre pourquoi l'animation européenne se tape une communication qui ne peut pas faire face à la com massive américaine, mais je m'égare. S'il vous plaît, soutenez l'animation européenne, on est bon en vrai. Donc Les Ours en Sicile, même s'il a mis son studio de prod en faillite, est ce qu'on pourrait appeler un film d'animation typique européen. Et encore, il fait partie du haut du panier niveau budget et com. Et pour Klaus alors ? Oui, parce qu'à la base, je devais parler de Klaus quand même. Ce film est resté en production pendant 10 ans et a coûté 40 millions. Cette production était chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me rappelle que plusieurs de mes collègues avaient passé des tests d'animation pour y participer, et même les animateurs seniors, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de bouteilles et sont généralement chefs d'équipe, n'avaient pas réussi à les passer. Le niveau demandé était plus qu'abusé à ce stade. Et de ce que j'ai compris, les salaires
ne valait pas de se casser autant le popotin. Mais bon, ça c'est des histoires internes que le public n'est pas censé avoir. Sachez juste que pendant ces 10 années de production, on en entendait parler constamment un peu partout dans les studios et dans les écoles. C'était à la fois un projet alléchant vu la qualité et les visuels magnifiques, et son utilisation de l'animation traditionnelle sur papier, qui malheureusement se meurt un peu plus chaque année, et en même temps un projet à éviter vu les difficultés de prod, la qualité abusée demandée dessus, et les salaires qui suivaient pas. Bon, je voulais aussi vous parler des côtés plus techniques qui entourent les visuels du film. Si vous l'avez vu, vous aurez peut-être remarqué que ce film ne ressemble à aucun autre. Sergio Pablo, le réalisateur, a choisi d'utiliser une technique assez complexe à expliquer juste à l'oral comme ça. Mais en gros, l'animation a été faite entièrement à la main, sur papier, puis par-dessus ces dessins a été rajouté un éclairage et des textures en 3D, ce qui donne un rendu tout particulier au film et qui ne ressemble à rien d'autre. Et je dois admettre que je suis curieuse de ce qui sera fait avec cette technique dans le futur. Mais vu le coût et le temps qui doit être injecté dans la prod pour arriver à l'utiliser, je suis même pas sûre qu'on reverra un film utilisant ce procédé, donc ouais, profitez de la beauté de Klaus, mais ne vous y habituez pas. Et je me dois enfin de faire une petite parenthèse sur la musique qui est totalement hors sujet. Genre, t'es pris à fond dans une histoire qui se passe clairement dans le passé, les origines du Père Noël, au nord du trou du cul du monde, tu t'attendrais à avoir des musiques aux sonorités nordiques, avec des instruments à vent, surtout vu l'importance du vent dans l'histoire. Et puis là, t'entends des chansons pop totalement synthétiques, avec des chanteuses qui peuvent pas s'empêcher de faire des vibratos partout. Et c'est pas des mauvaises chansons, hein, mais ça m'a complètement sorti de l'univers. Moi j'étais à fond dans l'histoire, mais je pouvais pas la prendre au sérieux quand il y avait ces morceaux-là. Il y a une scène, au tout début du film, où Jasper entre pour la première fois dans la maison de Klaus. Il active un jouet qui est un orchestre en bois qui commence à jouer une petite musique mécanique. Et là j'étais toute joie, c'est ce genre de musique diégétique sans parole et qui reste dans l'univers qu'on nous présente que je voulais. Mais non, en bon ersatz de Disney, il fallait des chansons pour faire la com du film. Bon, moi c'est pas un film musical, hein, on a évité ça. En résumé, Klaus, c'est un très bon film de Noël, un des meilleurs que j'ai vus, très sincèrement. Beau, bien écrit malgré quelques clichés, appréciable pour les enfants, les parents, les adultes qui veulent juste un film feel-good sur la générosité et l'amitié, ceux qui veulent juste des visuels beaux, mais clairement pas pour ceux qui n'auraient pas l'idée de regarder un film de Noël à la base en fait. Alors maintenant, parlons d'une série qui a fait pas mal parler d'elle depuis qu'elle est sortie et qui n'a aucun rapport avec Noël. Queen's Gambit. Une série de 7 épisodes d'1 heure à peu près, ce qui vous fera 2-3 soirées tranquilles. Ou si vous êtes comme moi, une journée de visionnage intensif parce que vous avez aucun self-control. J'aime ma vie et cette époque merveilleuse où on peut binger des séries autant qu'on veut. Alors, Queen's Gambit, c'est l'histoire de Beth Harmon, une jeune fille qui a perdu sa mère dans un accident de voiture et qui se retrouve en orphelinat. L'histoire se passe dans les années 50 et 60, on suit Beth qui grandit dans un orphelinat pas si pourri que ça, ce qui est plutôt rafraîchissant, je m'attendais vraiment à avoir le cliché de la directrice bonne sœur super stricte et affreuse avec les enfants, mais non. Ces gens ont envie d'aider les enfants. Bon, c'est les années 50 par contre, donc ils donnent des cachets aux gamines pour qu'elles soient calmes. Oui bon, ils les droguent, voilà. Mais pendant la série, justement, ils parlent du fait qu'une loi passe pour qu'ils arrêtent. Il y a de l'espoir. Bref, donc Beth est un petit génie qui parle peu et qui ne se fait pas beaucoup de potes. Mais un jour, elle tombe sur le concierge de l'orphelinat en train de jouer aux échecs. Ce vieux monsieur bourru refuse de la laisser jouer au début, mais elle persiste jusqu'à ce qu'il craque. Et à partir de ce moment-là, elle va apprendre à jouer et démontrer un talent plus qu'impressionnant. Bon, ça c'est le prémisse de départ, hein. Je vais pas vous résumer plus que ça, mais en gros, on la suit pendant qu'elle grandit en tant que personne et en tant que joueuse d'échecs professionnelle. Sur le chemin, elle se fera plusieurs amis, la plupart étant des joueurs qu'elle a battus et qui la trouvent fascinante, mais elle fera aussi beaucoup de faux pas. Adaptée d'un roman de Walter Tevis, la série met en scène Anya Taylor-Joy en Beth Harmon, Chloé Pirrie qui joue sa mère adoptive, Thomas Brody Sangster joue un des nombreux génies de l'échec que Beth va affronter, et je vais pas vous faire la liste complète de tous les acteurs, sinon ça va prendre la journée. La série a été faite avec l'aide de 2 chaperons de l'échec, le maître national Bruce Pandolfini et le grand maître Garry Kasparov, qui ont des titres qui sonnent super importants, donc on peut leur faire confiance. Plus sérieusement, un intérêt particulier a été porté au réalisme des parties d'échecs dépeintes tout au long de la série. Si l'envie étrange vous en prend, vous pouvez mettre l'épisode en pause et réfléchir à votre prochain move. Ou vous pouvez faire comme 99% des gens et faire semblant que vous comprenez ce qui se passe.
La réalisation est très léchée et mention spéciale aux décors et aux costumes qui dégoulinent d'esthétique des années 60 tout en géométrie et en couleurs vives. Notamment dans la maison où vit Beth. Les papiers peints, la moquette, le tourne-disque, la vieille télé, tout est fait pour qu'on retourne à cette époque pas très merveilleuse mais si nostalgique. Vu le trailer sur Netflix, je m'attendais à une série entière qui passe son temps à nous rappeler qu'on regarde une femme qui se retrouve en face d'hommes, et regardez comment c'est trop dur d'être une nana qui joue à un jeu considéré pour les mecs, et même s'il y a pas mal de moments comme ça dans la série, je trouve que ça passe tout bêtement parce que l'héroïne elle-même n'en a absolument rien à battre d'être une femme qui joue aux échecs. Pour elle, c'est juste normal parce qu'elle est super douée. Ça n'entre pas en considération pour elle. Elle se prend des remarques, mais si un gars la traite comme une joueuse de bas niveau juste parce que c'est une nana, elle le bat dans la minute et on passe à autre chose, c'est pas le sujet de la série. Le sujet c'est elle, sa vie, comment elle a vécu son enfance de prodige orpheline, puis son ascension dans le monde des échecs jusqu'à son arrivée au top. Et bien sûr tous les obstacles et toutes les erreurs qu'elle a faites en chemin. Globalement, je dirais que c'est une série plutôt feel-good, dans le sens où c'est très satisfaisant de voir l'héroïne gagner ses matchs les uns après les autres, malgré ce que pense le gars d'en face. Et la plupart du temps, ces mêmes mecs qui refusaient de croire qu'une femme puisse jouer aux échecs, une fois battu à plate couture, ils commencent presque à l'aduler pour son talent et son intelligence. Je savais pas que les joueurs d'échecs avaient un meilleur esprit sportif que tous les autres sports auxquels je puisse penser. S'il y a un reproche que je peux faire à la série, c'est qu'à aucun moment je n'ai cru que Beth allait échouer dans son but ultime. Elle fait quelques erreurs, et une ou deux fois, quand les étoiles sont alignées pour qu'elle se foire, elle se foire, mais c'est plutôt rare. Et toujours tournée de façon à ce qu'on comprenne qu'elle n'était pas à son maximum. Ici, une autre toute petite critique, c'est un peu trop dramatique à mon goût. Genre la série fait tout entre la direction artistique, la réalisation et la musique pour en rajouter des caisses et des caisses pendant les moments de tension. Alors que bizarrement, les moments où j'étais le plus à fond, à part le tout dernier tournoi qu'on voit, qui est sacrément intense, c'était les moments qui n'avaient aucun rapport avec les échecs, mais plus avec les difficultés de socialisation de l'héroïne, qui à cause de son enfance compliquée et de sa façon de penser si différente des autres, a un peu de mal à communiquer avec les gens. Mais j'ai un peu l'impression de cracher dans la soupe, là. On a tellement de bonnes séries qui sont produites maintenant. Genre, est-ce que quelqu'un se rappelle les séries des années 2000 ? Non, parce qu'elles étaient très rarement bonnes, toujours trop longues, et surtout, elles se ressemblaient toutes. Aujourd'hui, tu peux choisir un truc au pif sur Netflix et... Ouais, bon, tomber sur une série de merde, mais il y a un petit pourcentage de chance, tout petit pourcentage, mais pourcentage présent, que tu tombes sur une série mieux produite que certains films. À vrai dire, maintenant que j'y pense, les séries originales Netflix sont quand même vachement mieux que les films originaux Netflix. Et super transition de ouf, parlons d'un film original Netflix, de Noël. Oui, parce que Klaus, ok, c'est le Père Noël, mais bon, c'est pas un film de Noël, quoi. Vous savez très bien de quel genre de film je parle. Parlons de... Les Chroniques de Noël. Tout court. Ouais, je sais que c'est le 2 qui vient de sortir, mais j'ai jamais vu le premier. Comment voulez-vous que j'arrive à suivre un lore si complexe des Chroniques de Noël sans avoir vu le premier ? Je promets que quand les cinémas réouvriront, je vais parler de sorties récentes. Mais passons. On commence par un montage de plein de Noël qui s'enchaînent, d'une famille tellement heureuse et mignonne que mon seul questionnement c'est lequel des deux parents va mourir. Et c'est le papa. Et leur maman travaille à l'hôpital, comme c'est original. Bon, la petite fille qui croit encore au Père Noël se prend le chou avec son grand frère en crise d'ado, elle regarde en boucle les vidéos faites par son père pendant tous les Noëls précédents jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur une main qui dépose des cadeaux sous le sapin. Et tous les deux ils vont monter un plan ensemble pour filmer le Père Noël en flag. Jusque-là, on a déjà coché pas mal de petites cases pour les films de Noël typiques. Si on oublie le fait qu'il y a déjà forcément quelqu'un qui a dû essayer de filmer le Père Noël et que c'est abusément facile à faire apparemment, et qu'il devrait se faire choper plusieurs fois, et qu'une fois sur le traîneau à la même altitude qu'un avion de ligne, il devrait mourir de froid en 1 minute, Qu'est-ce que je voulais dire à la base ? Donc, le Père Noël leur explique que l'esprit de Noël est plus puissant que ce qu'on croit, et que c'est parce qu'on l'a perdu qu'il y a eu des guerres mondiales. C'est chaud ça quand même, non ? Y a que moi qui trouve ça très insultant pour tous les gens qui ont vécu ces guerres ou... Ok. Et en s'écrasant, le Père Noël a perdu ses rennes, son sac de jouets et son chapeau magique. Donc le film sera une chasse aux objets. Compris. Et ça aurait pu s'arrêter là, mais je me suis mise à questionner mes choix de vie quand je me suis retrouvée devant Kurt Russell en Père Noël, dans une cellule avec des accros à l'héroïne et des prostituées, désolé pour les deux mais c'est le film qui le dit, en train de chanter un rock blues country sur le Père Noël qui va
venir dans ta cheminée, pour ensuite passer à une scène avec des espèces de schtroumpfs, les schtroumpfs 3D, ceux des films pourris des années 2010, elfes qui tabassent des petits criminels et qui manquent d'en tuer un à la tronçonneuse. Ce film a plusieurs personnalités, c'est pas possible. J'ai l'impression que t'avais un scénariste qui écrivait un film de Noël basique, un qui écrivait un film sur Kurt Russell super cool, et le troisième totalement torché qui, pour recoller les deux, voyait des schtroumpfs lui défiler devant les yeux. Bon, Kurt Russell en Père Noël, ça marche beaucoup trop bien pour être honnête, j'y croyais pas trop, mais il joue un Père Noël beaucoup plus cynique que ce dont on a l'habitude. Au début. Parce que plus ça va, plus il est chelou, juste. Franchement, je suis triste qu'il soit pas allé jusqu'au bout en l'autorisant à jurer et même à insulter les gamins. Ça aurait été super marrant. Et puis ça aurait détaché ce film de tous les autres films de Noël. Et il y a quelques blagues qui m'ont fait rire, j'ai honte de l'admettre, mais que voulez-vous, je suis faible. Mais le Père Noël cool et les blagues qui ont fonctionné étaient tous au début du film, pendant la première demi-heure. Et après ça, on repasse à un film de Noël normal, jusqu'à la dernière demi-heure où le film pète un plomb. Il y a aussi une scène devant une église qui m'a terriblement fait cringer. Je vois pas d'autre mot pour le décrire. J'ai absolument rien contre le fait qu'on nous montre des personnages religieux, mais là on a eu absolument aucun indice qui pouvait nous montrer qu'ils l'étaient. Et puis paf, au milieu du film, tu te retrouves devant une scène avec deux gamins devant une église qui se demandent pourquoi ils n'y sont pas allés depuis longtemps. Et puis paf, elle se finit aussi vite qu'elle a commencé la scène. Je sais pas trop ce qui vient de se passer. Comme d'habitude pour les films sur le Père Noël, il y a beaucoup de choses qui me caressent dans le mauvais sens du poil, Genre le fait qu'ils ne livrent des jouets que en Amérique du Nord, que les gamins survivent à des altitudes pas permis, que les cerfs et les elfes piquent les yeux tellement ils sont mal faits. Mais je veux bien suspendre mon incrédulité plus que d'habitude pour les films de Noël. Mais quand le film lui-même te sort des lignes qui soulignent le fait que ça ne devrait pas fonctionner, c'est plutôt dur. Constamment, il y a le personnage de l'ado en crise là qui te fait remarquer tout ce qui va pas. Comme si le fait de le dire allait juste faire disparaître ses abysses scénaristiques. En soi, le film est pas mauvais, il est juste coqué jusqu'à l'os à certains moments, c'est tout. Mais ça pourrait être supportable. Si seulement il y avait pas la gamine. Mon Dieu, la gamine joue tellement mal. Je sais que les enfants sont rarement bons acteurs, mais là c'est chaud. Ces lignes de dialogue sont même pas mal écrites, ça pourrait passer, mais elle sait pas jouer la comédie. C'est une horreur dès qu'elle est à l'écran. J'en étais à vouloir voir l'ado en crise le plus souvent possible. Il faut se l'avouer, le seul intérêt de ce film, c'est de voir Kurt Russell en Père Noël. Mais passer les premières minutes à se demander comment il en est arrivé là... Non, ça vaut pas le coup. Du tout. Pourquoi j'ai regardé ce film déjà ? Ah oui, l'esprit de Noël, tout ça. Bon, je ne vais toujours pas vous conseiller d'aller au cinéma, ils vont rouvrir, mais à des horaires pas forcément pratiques pour tout le monde. Donc si, comme moi, vous avez un emploi du temps tout pété, profitez-en pour apporter votre support aux petites salles qui galèrent, mais même si vous ne pouvez pas faire ça, continuez à mater des films. Juste évitez la plupart des films de Noël. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Focus Under. Ciao!